concerne donc la croissance des produits pratiqués avec la chaîne pour le secteur du détail, à la fois le secteur bancaire, mais également le secteur de l'assurance. Deux volets qui en réalité sont, quand on regarde de près, sont indissociables. On peut difficilement imaginer un marché de produits purement bancaires sans les produits d'assurance qui peuvent accompagner une offre. Alors on a, ce qui est intéressant aussi, une compétition assez diversifiée, à la fois le regard des grands groupes comme Société Générale et des lunettes marocaines d'une banque française, ce qui nous intéresse d'écouter aujourd'hui. Donc peut-être je vais commencer par vous, cette année, sur cette vision d'un acteur comme une Société Générale par rapport au marché de la finance islamique ici au Maroc. En fait, la tendance mondiale aujourd'hui des grands groupes bancaires conventionnels, c'est de créer leur propre label islamique. Je cite l'exemple HSBC MNA, Standard Chartered Sadiq et aussi BNP Paribas. En fait, l'objectif de ce label, c'est de conduire l'identité islamique, soit via des filiales islamiques, soit via des filiales indépendantes. Aujourd'hui, au niveau de la Société Générale Group, depuis des années, il y a eu des tentatives de lancer tel label, mais qui n'ont pas toujours abouti. Mais quand même, on retrouve des produits islamiques qui sont commercialisés partout ailleurs, à travers les filiales de la banque à Dubaï par exemple, en Mauritanie et d'autres pays. Au Maroc, je pense que c'est localement, je dirais que le groupe reste très attentif au développement du marché. Et on sait très bien que tout le monde voit en introduction de l'introduction au Maroc une menace, une opportunité pour les banques conventionnelles. Une menace parce qu'il se peut qu'il y ait une migration des clients vers les banques islamiques, une opportunité pour bancariser des clients qui jusque-là n'étaient pas clients de banques conventionnelles. Ce qui fait, je pense au Maroc, les banques étrangères et les banques locales ont le même souci, c'est-à-dire qu'ils sont toujours très attentifs au marché et à son développement. Alors, effectivement, cette notion d'islamic window, de marque islamique dans les grands groupes français, elle est réelle et elle existe. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, ils ne font rien. D'ailleurs, c'est parfois même numéro 1. Au titre d'exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque année, il y a des récompenses des Islamic Finance Awards qui sont remis à des acteurs du monde de la finance islamique. Et les Français sont très souvent récompensés pour la qualité de leur intervention, justement, dans les opérations islamiques. Donc ça, c'était juste pour souligner un peu ce paradoxe de banques françaises qui s'intéressent à la finance islamique en dehors de la France. Alors, Vincent, on va revenir à vous. Peut-être que vous avez une vision aussi des enjeux économiques du développement de la banque islamique de détail, en particulier au Maroc. Justement, quels sont ces enjeux et pourquoi est-ce que cette banque islamique de détail, on a balayé suffisamment ce matin le fait que ce drapeau de la cannibalisation est définitivement enterré, mais plutôt parler d'opportunités, d'enjeux et de développement plutôt que de menaces. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc moi je te remercierai pour la spécificité de cette question qui est posée, parce qu'aujourd'hui il est légitime de s'interroger en toute sincérité, c'est quoi vraiment cette valeur ajoutée qu'on peut espérer de développement d'une banque de détail islamique au Maroc? Qu'est-ce que ça va avoir qu'on n'a pas aujourd'hui? Ce qu'il ne faudrait pas oublier déjà au départ, c'est que la finance islamique, elle a des aspects économiques réels. C'est-à-dire que c'est un véritable levier de développement stratégique de l'économie du pays où il est installé. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sachant très bien que ce business model, il a prouvé, de par le monde, sa viabilité micro- et macroéconomique. Donc aujourd'hui, c'est un business model réussi, qui fait de la croissance de 20% pratiquement annuelle, chose qui est inespérée dans un marché aussi mature, je dois dire, d'un système bancaire marocain qui n'est pas encore saturé, mais même avec ces 54 ou ces 55% de taux de bancarisation, on est dans une crise de liquidité et
on est tout de même à une pratiquement impossibilité de bancariser une niche qui refuse un système conventionnel qui n'est pas conforme à ses propres conditions. Sachant d'abord sur le plan macroéconomique que c'est également fiable parce qu'il y a un endossement de l'activité réelle. C'est une activité de production plutôt qu'une activité de dette. Donc déjà le business model en lui-même, c'est pas un système, c'est pas un modèle économique inflationniste, ni de sous-emploi. Donc il est plutôt du relance d'investissement. Donc avec un système de banque islamique, on a une meilleure répartition de richesse, tout simplement parce que le business model de la banque islamique, il croit au partage du profit, bien entendu du risque, mais là au moins que le fruit de labeur d'un investisseur, il est partagé équitablement par rapport à la ressource de financement et par rapport au travail et par rapport au labeur qui est apporté. Donc cette répartition équitable de la richesse et ce taux d'intérêt zéro que prône Keynes dans ce modèle pour échapper plutôt aux emplois, on le trouve dans le business model de l'économie islamique. Et on a à travers cette répartition équitable de la richesse une émergence d'une classe moyenne. Donc on a encore davantage de pouvoir d'achat et on a des niches de croissance économique stables, pérennes, durables et réelles. D'ailleurs, le système il a trouvé sa stabilité et sa bonne résistance aux crises. Il ne faut pas oublier également que le Maroc il a structurellement besoin d'une vraie dynamique de mobilisation d'épargne intérieure. Sachant très bien, il suffit de se balader à Bel Omar, à Khaira, même à Bel pour comprendre que pour avoir un coffre fort, il faudrait faire une commande sur 6 mois et 9 mois. On a même eu des clients private banking, qui, à un certain moment, ils sont même partis sur les lingots d'or. Donc, il y a une partie de la liquidité qui échappe au circuit bancaire, qui échappe au circuit économique, et qui fait du mal au pays. Certes, il faut être pragmatique. Cette liquidité, elle échappe également pour des raisons d'ordre fiscal et autres. Mais il y a également une partie de la liquidité qui échappe structurellement c'est-à-dire qu'il pénalise le système bancaire parce qu'il ne répond pas justement à leurs conditions. Et j'en ai vu. Et même dans des séminaires qu'on a animés ensemble, on a trouvé des clients qui m'ont assuré qu'ils sont sur des liquidités vraiment extraordinaires. Et c'est un crime envers l'économie du pays de ne pas les injecter dans le circuit économique. Et bien entendu, mes collègues tout à l'heure, ils en parlaient suffisamment, je ne vais pas le répéter, par rapport à la mobilisation extérieure de l'épargne, à les capitaux arabes et autres, sachant qu'on a des avantages inouïs. On est arabe, on est musulman, on est africain, on est même nord-africain, on est francophone, on est méditerranéen, d'accord? Et tout ça, ça peut être vraiment des leviers extraordinaires pour pouvoir être des vrais ambassadeurs, un vrai régional et panafricain de développement. D'ailleurs, Casablanca Finance City, elle a un département financier islamique qui, à travers ce levier, elle voudrait actionner des mécanismes de projection en Afrique. Et le groupe TGL dont on a la chance d'être adossé à lui, il a justement des ambitions africaines qui sont fortes et qui sont aujourd'hui des sources de rentabilité très très intéressant. Aujourd'hui, dans le résultat net part du groupe de Chine on trouve l'apport des filiales africaines intéressant. Les Chinois, ils l'ont compris avant nous, les Turcs également, ils l'ont compris avant nous. Nous avons des avantages et des leviers qu'ils n'ont pas et qu'on n'exploite pas. Et que je pense que c'est malheureux. Et aujourd'hui, je pense que la finance islamique, elle permettra au Maroc d'avoir les moyens de ses ambitions. Je pense que c'est l'essentiel de l'apport. Il y a une autre activité qui n'est pas vraiment bancaire, parce qu'il faudrait faire la part des choses. La banque islamique, ce n'est pas la banque conventionnelle conforme à la charia. La banque islamique, c'est une autre manière de voir, c'est une autre manière de faire. La microfinance, par exemple, elle ne rentre pas dans le cadre de la banque. Ce n'est pas l'activité bancaire, la microfinance. Par contre, elle peut être dans le radar d'une banque islamique parce qu'elle l'a donné parce que la banque islamique elle fait aussi du commerce, elle fait aussi de la production, elle ne fait pas que de l'intermédiation. Et la microfinance islamique, tout le monde sait que c'est un grand levier d'éradication de la pauvreté,
d'une manière d'upgrader une nouvelle classe moyenne, de faire émerger des touches sociales, de créer de la richesse et faire des œuvres dans le pays. Et merci. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été balayées. Il faut être ambitieux pour atteindre tous ces objectifs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les spécialistes, tous les écrits, tout ce qu'on peut chercher sont d'accord pour souligner tout ce que la finance islamique peut apporter à l'économie d'un pays. Je vais donner juste à titre d'exemple, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux, le cas français, où au départ tout le monde pensait que la finance islamique c'était juste un moyen d'attirer des fonds. D'ailleurs, le premier rapport qui a été publié en France sur la finance islamique, c'est le titre, accrochez-vous bien, 10 mesures pour attirer 100 milliards. D'accord? Ils ne se sont pas trop foulés. Autant le contenu du rapport était intéressant, autant les investisseurs de l'étranger, quand ils ont vu un titre comme ça, ils se sont dit, mais ils seraient pour qui les Français? Je crois qu'on est une vache à lait, on va venir lâcher comme ça des valises et des sacs de dollars, alors que c'est pas du tout le cas. Mais Christine Lagarde elle-même, qui était un des moteurs du développement de la finance islamique en France, à un moment donné, même son discours à elle, il a changé. Je me rappelle une conférence, elle a dit « Je ne suis pas une opportuniste ». Quand même, Christine Lagarde, à l'époque, quand elle était ministre, elle dit « Je ne suis pas une opportuniste. Je suis en faveur du développement de la finance islamique pour tout ce qu'elle peut apporter à l'économie française, dont notamment un certain nombre de choses qui ont été citées par ces frères. On va switcher maintenant toujours pour rester dans le côté retail, on a le côté bancaire, et on a le côté de l'assurance. Si ça arrive, avant de rentrer dans tous les besoins du monde professionnel qui peuvent accompagner le développement de la finance islamique au Maroc, à travers notamment notre association, l'assurance. Alors, est-ce qu'il y a un marché de l'assurance au Maroc? Moi j'ai une petite idée sur le sujet, mais j'aimerais bien écouter les acteurs locaux. Et aussi, est-ce que vous pouvez nous dire au public où on en est sur le côté réglementaire? Parce que finalement, on parle beaucoup du projet de loi pour la banque participative. On a beaucoup parlé du projet, des textes relatifs à la titrisation, mais finalement, l'assurance, on entend beaucoup moins parler. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Merci beaucoup. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, le potentiel, je pense que l'étude de marché effectuée par IFAS il y a plus d'1 an montre clairement que 97% des Marocains sont intéressés par la finance participative. Alors, qui dit finance participative, c'est une finance globale. Donc, qui intègre aussi bien la banque, l'assurance, les planches à la compliance, les secours, les profits, etc. Alors, nous, au niveau de cette intervention, je vais focaliser essentiellement sur l'assurance Tekafo ou assurance chez la compliance. Alors, au niveau des démarches, il y a un projet qui a été déposé par la direction des assurances et de la prévoyance sociale au secrétariat général du gouvernement. Alors, sur ce texte qu'on a eu l'occasion de diagnostiquer avec Cécile Alestine lors d'un workshop que nous avons organisé dans Ramadan, et c'était essentiellement pour dire qu'on a un projet qui est pratiquement au même standard que la FI, et que l'option qui a été choisie par le gouvernement marocain, par la BATS précisément, c'est d'avoir ce qu'on appelle des stand-alone, c'est-à-dire pas de Windows, c'est full-fledged. Autrement dit, une assurance avec un agrément spécifique pour exercer l'activité Tekaful, pour ne pas mélanger effectivement avec l'assurance classique. Les stratégies, certainement, il y aurait, si on dit il y aurait un Tekaful JD avec un agrément spécifique, ça veut dire un réseau spécifique. Donc c'est une très bonne chose, c'est que les Marocains auront le choix, choisir entre les classiques et le chalet compliance, au même titre que la banque. Alors, les principes de base, juste un petit rappel, qu'est-ce qui différencie? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, oui, les deux systèmes, l'assurance classique et couvre, et Tekaful et couvre. C'est quoi la différence entre les deux? Je vais vous dire essentiellement, c'est la différence entre Moulabaha et crédit classique. Ouais, un qui est halal parce qu'il y a des scolaires qui ont démontré que c'est en optant aujourd'hui avec des contrats commerciaux et en payant une prime pour payer le rara, l'incertitude, etc. Il y a un souci, donc il faut changer les contrats, il faut plutôt parler de ça. Et bien sûr, il y a d'autres principes, notamment les sous-jacents sur lesquels sont investis les assureurs, ça veut dire un niveau d'investissement
sharia montréal, c'est-à-dire il faut investir dans des actions respectant certains principes et certains filtres. Idem pour la partie secours. D'ailleurs, on ne peut pas espérer un développement de Tiakafo sans le secours. Tout est lié finalement. Donc il faut, puisqu'on a tardé finalement, on a pris notre temps pour réfléchir. Et la question qui se pose, malheureusement, ça a été traité tout à l'heure, mais très rapidement, mais notre association elle est déterminée à revenir sur ce sujet de stabilité. Parce qu'aujourd'hui, rien à vous cacher, le retard que nous avons eu, donc, la loi bancaire, etc., c'est toujours la question, est-ce que ces bons ne vont pas perturber le système actuel? Est-ce que dans cet environnement instable, avec un manque de liquidité de 60 milliards de dirhams, avec les crises, etc., est-ce qu'on a la main pour stabiliser le système? Donc ça va prendre énormément de temps. Je pense que c'est pas, d'ailleurs, on ne parle même pas de 2013, on commence à réfléchir à 2014. Voilà, donc notre association va revenir sur ce sujet avec des professionnels bientôt, des gens de Thomson Reuters avec lesquels on entretient une relation étroite, et pour expliquer, et ça va être une politique de ciblage, parce que maintenant il faut aller chercher les décideurs, aller voir les gens du gouvernement, avec tous les partis politiques, on va exclure personne, parce qu'on n'a pas c'est une association professionnelle, ni BJD, ni BAM, etc. Donc on est ouvert à tout le monde, et l'idée effectivement de démontrer que les deux systèmes peuvent exister, peuvent cohabiter, aucun système ne va cannibaliser l'autre, et qu'il y a de la place pour tout le monde, et que le Marocain aujourd'hui a la liberté de choix entre un produit cher incomplet et un produit classique. Il faut lui donner le choix, comme on lui donne le choix pour autre chose. C'est vrai que le discours même chez certains politiques est en train de changer. J'ai entendu par exemple le ministre dire on ne parle plus de cannibalisation du marché, mais plutôt de démocratisation du marché. Il faut juste que celui qui veut un produit islamique puisse le trouver dans le catalogue de sa banque, qui propose un catalogue de produits, et puis finalement c'est tout ce que le consommateur demande rien de plus. Justement, dans ce catalogue donc, de produits, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme produit? On a vu et on connaît tous les limites de la Murabaha en tant que tel. Le produit, effectivement, la Murabaha, c'est le produit le plus utilisé dans les banques islamiques, mais toutes les banques islamiques ne se ressemblent pas. Par exemple, utiliser la Murabaha pour faire du financement immobilier, etc., il y a les plus et les moins. Donc, mais justement, en termes d'innovation de produits, en termes de réflexion, qu'est-ce que c'est Khalil, par exemple, je rencontrerai après chez Khalil, sur ce volet-là, un peu la structuration de cette offre de produits et en face, d'accord? Est-ce que la demande, elle est adéquate ou pas? En toute sincérité, moi je préfère commencer par la fin. C'est-à-dire que pour avoir une offre, il faut d'abord avoir une demande, qui est tout à fait légitime. Les banques islamiques, elles sont loin d'être des associations à but non lucratif. Ils ne sont pas là pour faire du social. Les banques islamiques, ils sont là pour faire du business. Ce sont des entités rentables qui sont au service de l'économie du pays, mais certes, ils ont des comptes à rendre à leur conseil d'administration. Donc, pour que les choses soient claires, elles soient tracées dans son cadre normal de business. Pour que la banque islamique ait l'ambition de faire du business, il faudrait qu'il y ait un marché. Et un marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Maintenant, la demande, est-ce qu'elle existe? On va dire que oui. On a bien été heureux de lire et d'analyser les chiffres de l'enquête qui a été faite par prestigieux cabinet IFAS. C'était une enquête qui a été très très neutre, parce qu'elle a été faite par en collaboration avec un cabinet local qui ne fait que ça de manière neutre, objective et tout, avec un parterre global, et qui a ressorti qu'il y a effectivement une opinion très positive du consommateur marocain vis-à-vis de la finance islamique, qu'il y a des attentes. Mais qu'en est-il de la structuration de cette demande? Qu'en est-il d'un corpus de consommateurs? Qu'en est-il de la position d'une classe moyenne qu'on se veut forte, organisée, structurée, influente, exigeant vis-à-vis de son droit en tant que consommateur d'avoir une offre dans le système financier qui est conforme à sa culture, à sa religion et à sa conviction personnelle? Est-ce qu'il existe aujourd'hui? La réponse tout simplement est non, elle n'existe pas. C'est la première des choses. La
La deuxième des choses, maintenant je suis marocain, je suis musulman, j'ai des convictions religieuses fortes, j'ai des attentes, j'ai des exigences, mais je ne suis pas proactif. Il faudrait s'affirmer, se manifester, exprimer ses besoins, pour confirmer effectivement l'existence d'un marché. Comme ça, même nos interlocuteurs, même les autorités monétaires, même tous les intervenants, on aura droit à leur respect. C'est la première des choses. Maintenant, par rapport, je dirais, à l'éducation du peuple marocain vis-à-vis de faire un mu'amalat. Posons la question de manière directe. Aujourd'hui, tout le monde sait comment il faut faire qu'il fasse chauffer. Juste faux. Parce qu'on a eu droit à une éducation de faire l'ibadat. Mais faire un mu'amalat, il a été ignoré de tous les bouquins d'éducation scolaire, ou la secondaire, ou le lycée, ou même l'université. À part, je pense, nos chers amis frères des universités de Qarawiyyin, de Al-Hadith Hadaniya et de Kulliyat Sharia, personne de nous n'a eu droit à des cours de commerce islamique. Parce qu'il n'y a pas que la finance islamique, il y a aussi du islamic business, l'économie islamique en globalité. Même les hommes d'affaires, les plus pieux. On connaît des hommes d'affaires qui sont très penchés sur leur religion et qui sont très penchés sur la conformité à la charia de leurs ressources financières et de leurs sources de revenus. Mais ils ne sont pas informés je dirais, de l'aspect charia de leurs transactions commerciales. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شنو قال في الحديث ديال الأثر؟ لا يبيع في سوقنا هذا من لا يفقه وإلا فقد تخبط في الربا وهو لا يشعر. Donc là, je dirais, l'éducation de transactions commerciales et financières islamiques, elle est absente. Et aujourd'hui, il faudrait se remettre en question. Et en tant qu'homme convaincu et prêché de ces fondamentaux religieux, ما في هذا كنقول لكم قراو شي شويه ديال الفقه المعاملات باش نعرفوا نتعاملوا الحلال والحرام في التعاملات العاديه ديالنا avant d'avoir d'oser exiger ça d'un établissement bancaire. Je reviendrai sur l'aspect charia, si vous me permettez par la suite, si l'occasion et je pense que c'est très important pour l'aborder en tant que tel. Maintenant, par rapport à l'offre. L'offre, c'est simple. On ne va pas commencer par là où les gens ont commencé. Mais on va commencer plutôt par là où les gens sont arrivés. Et les expériences malaises en Malaisie, en Pakistan, il y a eu des innovations extraordinaires. Certes, certains ont été un peu plus libertins que d'autres sur le plan d'innovation et sur le plan de conformité à la charia, mais ça reste des expériences qu'il faut respecter, qu'il faut analyser froidement, et qu'il faudrait mettre les points sur les i. Il faudrait avoir des ulama qui vraiment maîtrisent le contexte, comme disent nos amis المجتهدين. تحقيق المناط المجتهد قبل ما تيعطي الفتوى ديالو راه عنده واحد 12 مرحله ديال الافتاء. اهم مرحله فيهم لا تتحقق وهي تحقيق المناط. شنو تحقيق المناط؟ c'est-à-dire comprendre de quoi on parle. Lorsqu'on parle par exemple de produits de couverture de risque de change, ou là de risque d'un produit islamique de couverture de risque de liquidité, les frais n'en voient que du feu. Et il y a une certaine confiance qui n'est pas établie entre ces financiers accusés d'être conseillers conventionnels et non accrochés sur les principes religieux, et de l'autre côté un manque de confiance par rapport à la compétence du alim. Et c'est pour cela qu'on trouve une poignée de ulama qui siègent dans 80 charia à travers le monde. Je me demande comment ils trouvent le temps pour lire les contrats qu'ils signent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de compétence sur les deux volets. Et c'est pour cela que j'invite les chercheurs, d'ailleurs moi-même je fais partie d'un laboratoire de recherche dans le cadre de ma thèse de doctorat, et nous sommes une dizaine sur 22 thésards qui suivons des cours de charia, pour qu'on puisse avoir la capacité de communiquer avec un alim et de lui expliquer c'est quoi une murajaha, dans le vrai sens du terme. C'est quoi le besoin d'un marché bancaire pour avoir un besoin de risque de liquidité. Donc l'ingénierie en matière d'offres, d'ailleurs c'est mon sujet de thèse de doctorat, l'innovation en ingénierie financière islamique, et en faisant ces travaux, ces profils de recherche, j'étais en toute honnêteté choqué par l'ingéniosité d'un côté de gens qui sont des professionnels
de la banque islamique, surtout en Malaisie et en Pakistan, et qui c'est vraiment une niche extraordinaire. Et de l'autre côté, choqué par des gens qui freinent par les quatre mains, d'accord, par rapport à toute possibilité d'innovation. Donc je ne vais pas être méchant et dire qu'on a l'offre qu'on mérite, mais je dirais qu'il faudrait que la demande soit structurée pour que l'offre soit structurée. Maintenant, par rapport à l'exemple type de Al-Sabah, il faut appeler un chat un chat. Al-Sabah aujourd'hui, comme a bien expliqué son président M. Bourdadi, avec son 23 ans d'expérience financière dans le directoire de l'institution tunisienne, il a été très pragmatique, très rationnel, les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Pour pouvoir avoir l'ambition de répondre à l'offre du marché, il faudrait avoir les moyens de ces ambitions. Si aujourd'hui on a un portefeuille clientèle qui est conséquent, on pourra développer des offres encore plus intéressantes. Si on a une production qui est très intéressante et qu'aujourd'hui nos clients ils passent de la réflexion à l'acte et qu'ils viennent ouvrir des comptes et qu'on puisse placer des produits et qu'on ait un volume de production, on sera fiers de démontrer à tout le monde qu'il y a un marché réel qui mérite une innovation d'offre. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Effectivement, on a dressé un peu le profil à la fois sociologique, le référentiel culturel et culturel, mais effectivement, il y a un gap à combler certainement. Ça, c'est peut-être dans toutes les communautés maghrébines, pas spécifique au Maroc. Je suis maghrébin qui vit en France, qui travaille avec des Pakistanais. Je veux dire que la vision est complètement différente. Et justement, le fait d'avoir un patron pakistanais, j'ai appris en très très peu de temps, ce que j'aurais dû passer beaucoup de temps à apprendre avec peut-être d'autres personnes. Maintenant, pour en revenir, là on a vu un peu plutôt le côté profit clientèle, profit demande, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face si on parlait comme type de produit, alors un peu plus en détail. Donc, je vais me joindre à mon ami Khalid. En fait, je tiens à rappeler que l'islam a son propre courant économique, qui a vu le jour à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première institution de l'islam, c'est la mosquée. Et cette mosquée a dû céder plusieurs fonctions à des institutions qui ont vu le jour pour accompagner les besoins et les évolutions de la société islamique. Il y a eu d'abord Dar al-Isba, il y a eu Bayt al-Mal, il y a eu Dar al-Zakka pour mettre la monnaie contrôlée. Et je pense que les banques islamiques et toutes les institutions financières islamiques doivent s'inscrire dans cette dynamique d'évolution du courant économique islamique, sinon ça va juste être une duplication, une relecture du modèle occidental. Permettez-moi de classer les produits islamiques en deux familles. Il y a une première famille qui contient tous les produits qui créent l'endettement. Mulabaha, Ijara, etc., ça crée l'endettement. Par contre, de l'autre côté, il y a une autre famille qui est plus partage de profit de faire, qui est Moucharaka Moulaba. Moi, en tant que banquier, dans une banque conventionnelle, ce qui se passe quand je vais donner un prêt, je dois m'assurer que le monsieur devant moi il a assez de revenus pour me rembourser mon prêt et il présente les garanties nécessaires. En cas de défaillance, je pourrais récupérer mon argent. Par contre, ça, c'est bien sa même configuration pour les produits qui créent dans le fonds comme la Baha, Ijara, etc. parce qu'on recueille toujours les garanties. Et ce qui fait que ça va limiter l'accès au crédit aux seules personnes qui sont riches, qui ont un patrimoine, qui ont des garanties à présenter. Par contre, et c'est là l'apport, le vrai apport de la finance islamique, c'est de financer via des formules de partage de profit de perte. Parce que quand je partage le profit de perte, la garantie n'est pas nécessairement recueillie. Il n'y a pas de garantie à recueillir. C'est-à-dire que la finance islamique, elle va plus s'orienter vers les gens qui présentent, qui ont des talents, qui ont des idées innovantes et qui veulent, qui n'ont pas assez de revenus pour mener à bien leur projet. Je pense que c'est ça le défi de la finance islamique, c'est ça le défi des banques islamiques, c'est de prioriser, de privilégier les formules de partage de profit de perte. Ce qui se passe actuellement, et c'est ce que j'ai trouvé aussi au niveau de mes recherches, au niveau de doctorat, c'est que la plupart des banques islamiques s'orientent plus vers la baisse. Les formules de Moucharaka ou bien de Moutalaba en Malaisie, ça dépasse quand même par 0,3% de l'ensemble des financements. La même chose partout ailleurs. Et même, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on finance par l'investissement, on finance l'investissement mais aussi via Moulaba. Vous savez, il y a un principe au niveau de l'islam, c'est qu'il faut créer une classe moyenne.
et qu'il est c'est-à-dire que l'argent ne s'appelle pas c'est-à-dire entre les riches d'entre eux. Et pour cela, je pense que les formules de partage et de perte permettront de réaliser un certain équilibre. Et les banques islamiques doivent jouer ce rôle d'intermédiaire financier, de vrai intermédiaire financier. Il y a des gens qui n'ont pas de ressources, d'autres qui ont un excédent. Je cherche ceux qui ont des idées et je les finance. Mais sachez bien qu'une banque est plutôt un miroir de la population. C'est-à-dire si la population est plus orientée vers l'investissement, vers la création de richesse, bon, la banque va suivre. Si la population est plus orientée vers la consommation, les acquisitions immobilières, etc., la banque va suivre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire supporter aux banques islamiques plus ce qu'il faut. C'est-à-dire que les banques islamiques, ils sont là pour répondre à un besoin. S'ils s'orientent vers un produit ou un autre, c'est aussi la responsabilité des clients de la population. Merci beaucoup, Stéphane. Juste quelques éléments pour compléter votre propos. S'il est vrai que la Baha occupe beaucoup de place dans les bilans des banques islamiques, en fait, la Modaraba et la Musharaka aussi, elle occupe beaucoup de place dans le bilan des banques islamiques. Contrairement à ce que beaucoup disent, tous les produits de dépôt rémunérés sont basés sur la Musharaka et la Modaraba. Il ne faut pas lire la Musharaka et la Modaraba uniquement comme un outil de financement. Quand bien même on le lit comme étant un outil de financement, à ce moment-là, on peut faire de la Musharaka et de la Modaraba en dehors du circuit bancaire. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c'est que le banquier, il gère l'argent des autres. C'est ça son rôle. Il n'est pas là pour investir c'est pas un capital investisseur. C'est pas le rôle du banquier. Faire de la Musharaka et de la Modaraba, il faut peut-être réfléchir et aller vers d'autres modèles qui ne sont pas dans ce circuit bancaire. La finance islamique prône le partage des pertes et des profits, effectivement le PPP, mais la finance islamique n'interdit pas de faire du profit. Voilà, toute sa place. Les autres formules plus sécurisées, du style ISA, etc., ont également toute leur place. Donc, la Musharaka et la Modaraba ont leur place dans le paysage financier islamique dans sa globalité, mais peut-être pas uniquement dans, en tout cas, la banque de détail. D'accord? Ça, c'est très important. Et elles sont en fait dans la banque de détail, mais côté dépôt. Quand vous ouvrez un compte Modaraba ou quand vous ouvrez un compte à terme, un compte de dépôt à terme islamique, là derrière, il y a une mécanique qui peut être basée sur la Musharaka ou la Modaraba. Et juste un truc que vous avez dit qui peut-être une correction, c'est que l'islam n'a pas son propre modèle économique. Je vais en revenir à l'assurance, c'est juste pour faire la transition avec Saïd. L'assurance de Takaful était pratiquée avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment ça se passait, il a juste dit il n'y a pas de contre-indication par rapport à nous. Donc l'islam n'est pas là pour réinventer non plus. Là où, justement, sur le côté de l'assurance, quels seraient les produits prioritaires pour le marché bancaire islamique, ça j'aimerais pour le marché financier marocain, pardon. Si vous pouvez nous clarifier un peu est-ce qu'il y a des réflexions sur ce sujet, et quels seraient donc les produits de première nécessité, entre guillemets, à mettre pour le marché financier islamique marocain. Alors, sur la partie effectivement Takaful, il y a deux types de produits. Nous appelons vie. Alors, tout ce qui est en vie, c'est Takaful général, et tout ce qui est. Alors, vie, c'est Takaful famille. Ce qui est vie, en fait, c'est tout ce qui est assurance de bien. C'est assurance, c'est le décès, c'est dommage, etc. Et tout ce qui est vie, c'est essentiellement la retraite. Alors, c'est l'épargne, la capitalisation d'argent. La capitalisation, effectivement. Ça veut dire tout simplement. Parmi les produits phares, d'ailleurs, qui se développent de manière vraiment, c'est des petits pains qui se vendent à l'étranger, c'est des produits adossés à des fonds chez la compagnie. Ça veut dire tout simplement, au lieu que je cotise ma retraite de manière régulière, qu'il soit investi dans de l'obligataire ou dans d'autres produits que je ne maîtrise pas, tout simplement, je décide au départ de choisir un sous-jacent. Je décide de choisir le fonds A, B, C, qui sont conformes à la charia, qui sont validés par un charia qui a des statuts, notes d'information visés par le régulateur. Et je constitue un panier de valeurs sur lequel je vais commencer à investir de manière régulière. Donc c'est ce qu'on appelle le contrat en unité de compte, mais cette fois-ci adossé à des fonds charia. Ça, c'est ce qui se développe de manière très très importante. En France, d'ailleurs,
Il y a certaines compagnies d'assurance qui ont commencé à le vendre. Au Maroc, voilà, donc on attend toujours la loi, etc. Mais comme je l'ai dit, donc il faut avoir, donc, comme la discipline, etc. Il faut qu'on ait des propositions, il faut qu'on fédère nos efforts, il faut qu'on explique à nos décideurs l'importance et qu'on les rassure par rapport à la stabilité, parce que c'est très important. C'est une question qui a été abordée ce matin, j'étais vraiment très content, mais la réponse était il ne faut pas diminuer l'importance de ce point, parce qu'on a senti du cœur du gouvernement. Donc il y a toujours on n'est pas d'accord sur la stabilité, on va risquer la stabilité, etc. Donc là on est sur ce sujet avec un benchmarking, le Sultanat Oman, Turquie, etc., pour démontrer aux gens que les systèmes peuvent exister. Alors, automatiquement, puisqu'on a pris beaucoup de temps, on peut démarrer et la bancaire et le Takaful, parce qu'in fine, c'est dans le Safa démarre, et la l'assurance classique, bon, on a une jambe, pas l'autre, donc il faut qu'on démarre en même temps, ça c'est important. Automatiquement, il y a le CDD, l'opérateur pour le marché financier, qui doit normalement agréger les OPCV, Sharia compagnie, donc que les compagnies d'assurance peuvent utiliser comme compagnie de fonds. Alors, le régulateur, qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui, finalement? Un seul terme. Dans la réglementation du CDM, tel qu'elle est écrite, il n'y a pas besoin de changer une virgule pour faire de l'OPCVM entre guillemets. Exactement. Effectivement, sur l'asset management, le problème ne s'oppose pas parce que l'univers d'investissement, je peux choisir n'importe quel univers d'investissement et je peux mettre les filtres que je veux. La seule contrainte qui existe maintenant, c'est d'utiliser la terminologie Sharia, qui n'existe pas dans la loi, qu'il va essayer de. Parce qu'in fine, il faut que ça existe dans la formation. Mais ce n'est pas une obligation Sharia d'utiliser les termes Sharia. Voilà, mais. Contrainte marketing et commercial. Voilà, mais comme on le dit, donc demain vous allez concrétiser un fonds, vous allez utiliser la terminologie Sharia. Bon, regardez pourquoi l'utiliser, il faut que ça soit réglementé quelque part. Donc on attend la loi pour que automatiquement, loi bancaire, c'est le pas, automatiquement derrière, vous laissez les démarres, et bien sûr les secours qui restent juste de l'application de l'OBO, pour le officiel, pour que les premières éditions se lancent rapidement. C'est avec votre association, justement, vous êtes là pour supporter à travers justement les professionnels qui se joignent. Exactement. Alors l'association, il a exactement 3 ou 4 mois. Donc on jeune association. Voilà, donc c'est tout récent. Donc sur les 3 mois, on a préparé 3 workshops avec la Bourse des valeurs de Casa, avec Thomson Reuters. Et l'idée, encore une fois, c'est démystifier et vulgariser la finance participative au Maroc. On veut fédérer tout le monde. On a écrit que c'était sélectif, effectivement, pour les professionnels, parce qu'on veut garder ce chapeau professionnel, et que l'association a un objectif précis, c'est de faire avancer les choses. Donc l'autre étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être un peu de ciblage. Donc il faut qu'on aille vers les décideurs, vers les différents partis politiques, les rassurer, leur amener des spécialistes, expliquer 1, 2 fois, 3 fois jusqu'à la fin, pour dire que la stabilité n'est pas en jeu, il faut qu'on aille vite. On a beaucoup de retard. J'ai appris récemment, hier ou avant-hier, que la Tunisie va lancer Takaful, avec les Zaytouna, etc. Voilà. Donc ça, la dynamique est actée, les gens avancent rapidement, il faut qu'on l'aide, il n'y a aucune raison. Maintenant, question de stabilité, pas stabilité, on va l'expliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à que tout le monde soit conscient, convaincu de l'importance de la finance participative. Alors, on va prendre les questions du public. Peut-être que Stéphanie voulait ajouter quelque chose sur la partie conformité chez l'art. Oui. Donc, c'est simple. Moi, je m'interdis de me prononcer sur le halal ou le haram. Et comme je me l'interdis, je l'interdis également à mes commerciaux à la salle. Chacun fait son métier. On ne peut pas être banquier et alim. Et même le alim n'a pas le droit de iftat sur le mu'amalat al-mali al-islamiyya et même le takhassus diallo. C'est-à-dire que même chez les ulama, il y a des spécialités. Il y a des ulama qui sont spécialisés dans les ibadat. On ne peut pas l'avoir dans un sharia avant. On peut avoir dans un sharia avant un alim qui est diplômé de l'Azhar, Harawi, de Zaytouna ou de Hadaniya ou similaire et qui a roulé sa bosse dans les sharia dans les banques islamiques à l'extérieur et qui comprend de quoi on en parle pour qu'il puisse statuer du caractère halal ou haram. C'est la première des choses. 2, ce n'est pas un seul alim qui statue sur la licéité d'un produit islamique, c'est plutôt un sharia board constitué de plusieurs, au moins 3, d'accord, et qui
sont nourris et alimentés en process par des juristes et des financiers qui maîtrisent leur domaine de prédilection pour qu'ils puissent expliquer bien comme il faut le produit, le contrat, le process sur l'ensemble des volets financiers, juridiques et chariatiques pour que le corpus de l'ulama spécialisé puisse statuer. Justement, j'avance la méthodologie pour inviter aussi bien les clients que les commerciaux d'éviter ce sentier battu de discussions stériles à propos des halal ou de la haram. Nous, on confie ce travail pour avoir la conscience tranquille. Maintenant, moi, le message que je voudrais aborder, c'est deux choses. C'est soit halal, soit naqs. On qu'on soit clair. On n'est pas là pour faire de la figuration, ni pour faire de la charia complète, même pour faire du charia big. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité de commercialiser des produits conformes à la charia, pas la peine de les commercialiser, et notre raison d'exister n'y est plus. Il faut qu'on soit simple et clair. Et notre management, y en est conscient, il y adhère totalement et parfaitement. Maintenant, dernière chose, c'est qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire on fait les process de conformité à la charia à la limite de ce que permet la loi actuelle. Et il y a déjà une marge de manœuvre à faire. Une fois qu'on aura le confort de la nouvelle loi bancaire, avec ses 22 chapitres de finances islamiques, on aura la possibilité d'avoir les charia structurés de la manière qu'il faut, et on aura également la chance d'avoir la neutralité d'un charia central, national, auquel siègent l'ensemble des décisions finales et des arbitrages qu'il faut, et merci. Alors, on prend merci beaucoup. السلام عليكم. السلام عليكم. غادي نحط السؤال الجديد دابا بالفرنساوي لانه السي محمد كيعطي امثله بزاف بالفرنساويه ومجموعه ديالو بالفرنساويه. السي البنيوري غير pour votre information, le Maroc a vécu la banque islamique avant le protectorat et avant même. كان بيت المال المسلمين الى اخره وكانت الشريعه قائمه بذاتها في ذاك الوقت بطريقه انه كان العلم كان العلماء وكان الراسخون في العلم كانوا كيفتيو ويفتون كل واحد في الامر ديالو البنك الاسلامي ماشي غير علينا. هذا بالنسبه لي الى الرجوع الى الاصل الاسود واللي كي quand on perd le principe donc on perd l'originalité. هذا مزيان. الجهه الثانيه اقول بانه غير يجاوبوا لي واش يمكن نديروا رشا نتاع لي كريدي اللي عند اللي عند الكليون اللي غادي يكونوا في البنك الاسلامي. اذا كانت في نعم في الالغوريثميك باش اذا كانت وي هنايا ما هو موقف ديال البنك الاسلامي في هذيك الكريدي اللي غادي ياخذ وليزان اللي كانوا واش كومون يفاليو لو بريك ايفن بوينت هذا البوان مارك كما كتقولوا بالفرنساويه. ثم كذلك كان intervention. On va répondre déjà à ce qui est En toute honnêteté, moi je suis fier de cette remarque que vous faites par rapport au référentiel religieux du Maroc et des Marocains. Et nous en sommes tous fiers. D'ailleurs, Bac Hadith Hassania, c'est une parmi les universités les plus cotées au monde. Pour Qarawiyyin, c'est parmi les premières universités dans le monde, tout simplement. D'accord? Donc on en est vraiment très très fiers. Et autre chose, les Marocains, les ulémas du Maroc, ils sont plus connus au Moyen-Orient qu'au Maroc, y compris pour la finance islamique. Nous avons la chance de côtoyer et de travailler ensemble avec des Marocains issus du Maroc, mais qui ont roulé leur bosse et ont eu leur expérience au Moyen-Orient, parce que c'est là où il y a le marché. Maintenant, par rapport au Maroc comme référentiel religieux, ça c'est confirmé, même par l'enquête qui a été faite par Synergia et l'économiste, et il y a déjà un mois et demi, ils ont eu des résultats sur l'économiste, et sur la religiosité du Maroc. C'est des youth Maroc.
Et leurs statistiques, ils sont vraiment hyper intéressants par rapport au pourcentage des gens qui font leur prière régulièrement, des gens qui sont quelque part positifs au cours du hijab et autres. Ils ont pris une dizaine de connotations religieuses et de pratiques fondamentales et de base, et les statistiques, ils ont été plus que intéressants. Et d'autres, ça c'est ancien, on n'en prend rien. Mais ce qui est nouveau, c'est que même dans la population des jeunes, on en voit une recrudescence très très intéressante de la religiosité. C'est un phénomène qui s'observe globalement. Malheureusement, pour la deuxième question, pour le rachat, aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, d'accord ? Mais aujourd'hui, les process actuels ne le permettent pas, et même par rapport à l'ingénierie de l'offre, je n'en ai pas encore rencontré pour le moment. En fait, on pourrait, si je réponds à cette question, on pourrait imaginer quelque chose dans le contexte même actuel. Oui, juridiquement et structurellement, on vous explique en dehors, mais c'est un peu technique. Mais juste pour répondre à la question du combien ça va coûter, moi en tant que conseiller, je dirais au banquier de calculer exactement comme s'il le faisait en crédit classique. En termes de rendement pour lui, ce sera pareil. Après, en termes de structuration et d'organisation, ça c'est autre chose. On va prendre une question qui touche au fond. Par un petit complément. En fait, effectivement, avant le protectorat, au Maroc, il y avait des institutions économiques de référence islamique, comme Awqaf. Awqaf, ça servait à financer des universités, carrément Braoui fonctionnait avec Awqaf. Il n'avait pas besoin d'un soutien étatique. Il y avait Beit al-Mal, Beit Zakat. Il servait à, bien sûr, Zakat joue plusieurs rôles économiques autres que de simples dons qui sont faits annuellement. Alors, justement, on a d'autres instruments, et bien sûr, il y a quelques liens qui sont tissés entre ces institutions, comme le WAF. Il y a des liens avec l'Awqaf. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des liens avec l'Awqaf. C'est-à-dire, aujourd'hui, la ville, elle a consacré un fonds de plus de 450